Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition de 15 heures au sommaire de cette actualité. L'Assemblée nationale ONU-SIDA, le président de l'Assemblée reçoit le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. En Afghanistan, les talibans annoncent leur retrait du centre de Kunduz. Bienvenue. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a formé aujourd'hui, mercredi, ses meilleurs vœux du Nouvel An. Musulman 1437 à ses concitoyens. Il a formulé l'espoir que Dieu Tout-Puissant guide nos pas dans le droit chemin et accepte nos prières de voir notre pays et tous les siens prospérer davantage dans la paix, la fraternité et la solidarité, a ajouté le président Guelleh. Mes pensées vont en premier lieu à tous ceux qui sont en proie à la maladie, à la précarité, à l'isolement, a dit le président de la République avant d'entamer ses meilleurs vœux à tous ceux djiboutiens qui vivent dans notre pays, a-t-il affirmé. Comme à l'accoutumée, le président de la République a également reçu le contexte actuel d'avènement du nouvel an musulman, les messages de félicitations émanant de la part des chefs d'État et de gouvernements de pays arabes et musulmans. Dans leurs correspondances respectives, les leaders arabes et musulmans souhaitent santé et bonheur au président de la République ainsi que davantage de développement et de prospérité au peuple djiboutien. Il salue tous les efforts sans cesse renouvelés du président Guelleh en vue de conférer à son pays les fondements indispensables à la réalisation d'un développement durable. Dans leurs messages respectifs, les dirigeants arabes et musulmans ont également une pensée au peuple djiboutien, décrit comme modèle de société en perpétuel éveil pour préserver et protéger les acquis majeurs de son histoire collective dans la notion fondamentale de cohésion nationale. À noter que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a adressé lui aussi des messages similaires à ses homologues chefs d'État et de gouvernement de pays arabes et musulmans. Il a souhaité des vœux de santé et de bonheur à chacun de ses dirigeants ainsi que davantage de paix et de prospérité à leurs peuples respectifs. Le chef de l'État djiboutien a profité aussi de l'occasion du Nouvel An musulman pour former l'espoir d'un règlement rapide des conflits engagés sur le fondement des différences culturelles et religieuses. Puisse Dieu permettre l'évolution de notre monde en un espace de plus grande tolérance où les disparités culturelles soient perçues non comme une source de tension, de conflit, mais comme source de richesse et de complémentarité, a décrit le président Ismaël Omar Guelleh. De son côté, le ministre des Affaires musulmans et de la Culture des biens Warf, M. Aden Hassan Aden, souhaite une bonne fête musulmane au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à la première dame Khadra Mohamed Haïd, ainsi que tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Autre nouvelle du pays, à l'Assemblée nationale, une visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur exécutif de l'ONU-SIDA à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamad, a reçu hier tous les honneurs du secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Monsieur Michel Sidibé, en visite de travail dans notre pays depuis le 11 octobre 2015. Il était accompagné par le ministre de la Santé, Dr Qassim Ishaq Ousmane, et par des hauts cadres onusiens présents dans notre pays, notamment la représentante présidente du PNUD à Djibouti, Mme Valérie Clift. Ont assisté à cette rencontre le député Elmi Opsi Ouaïs, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et son collègue M. Mohamed Barkhad Abdillahi, deuxième vice-président, notant également la présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale et du directeur de cabinet du président du Parlement.
Le président du Parlement et son hôte de marque ont chaleureusement discuté au salon d'honneur de l'Assemblée nationale. Après les mots de bienvenue, le président Mohamed Ali s'est dit très heureux d'accueillir le secrétaire général adjoint M. Michel Sidibé et la délégation qui l'accompagne. Au menu des discussions, l'adoption, il y a quelques mois de cela, par l'Assemblée nationale du projet de loi portant ratification de la Convention arabe pour la prévention du VIH-Sida et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'organisation prochaine d'un atelier de sensibilisation de parlementaires sur la problématique du VIH-Sida a nourri également les échanges entre les présidents Hamad et M. Sidibé. Le président du Parlement a informé son hôte que le gouvernement, sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a fait de la lutte contre le sida une priorité de la politique publique nationale et que beaucoup d'efforts ont été accomplis dans ce sens pour l'élimination de cette maladie. En outre, il a rappelé à son visiteur de marque qu'à travers le vote de ce texte de loi, notre pays devient le premier pays du monde arabe à l'adopter. L'adoption de ce projet de loi montre l'engagement de notre pays en faveur de la protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et témoigne aussi de la volonté de plus hautes autorités de l'État à lutter contre toute forme de stigmatisation ou de discrimination à l'égard de ces personnes, a-t-il affirmé en substance. Et d'ajouter, parler de cette maladie ne doit pas être un tabou. Un changement de mentalité des populations doit s'opérer dans le cadre de la lutte contre cette maladie et nous devons tous nous unir, nos forces, gouvernement, parlementaire, société civile pour combattre cette maladie. De plus, le président Mohamed Ali a indiqué la disponibilité pleine et entière de l'Assemblée nationale et de l'ensemble des parlementaires pour s'impliquer davantage dans la stratégie de lutte contre le sida et assurer de leur participation dans la mise en œuvre du plan qu'accueillera de l'élimination et de la transmission du VIH des parents à l'enfant. Il a enfin promis que les élus nationaux joueront un rôle considérable et déterminant dans la sensibilisation des populations sur la problématique du VIH-Sida et de ses risques inhérents car a-t-il précisé, les parlementaires en tant que représentants de populations doivent d'abord être sensibilisés en premier pour qu'ils puissent à leur tour mieux sensibiliser ces populations et donc par voie de conséquence à contribuer à l'éradication de cette maladie. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les deux responsables de passer en revue les bonnes relations existantes entre l'Assemblée nationale et les agences de système des Nations Unies partenaires au développement présents dans notre pays. Le président du Parlement a enfin remercié ces agences, plus précisément le PNUD et l'ONU-SIDA pour leur parfaite collaboration avec l'Assemblée nationale et leurs appuis constants. Pour sa part, le secrétaire général adjoint, M. Michel Sidibé, a remercié d'abord le président de l'Assemblée nationale pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé dans les locaux du Parlement djiboutien. Il a informé le président Mohamed Ali Hamad que le but de sa visite à l'Assemblée nationale était de partager les points de vue sur la lutte contre la problématique du VIH-Sida et d'échanger avec les élus nationaux. Il a ensuite indiqué que l'Assemblée nationale en tant qu'organe clé de la représentation nationale, les parlementaires doivent faire le plaidoyer en faveur de la protection des personnes infectées par cette maladie et jouent un rôle déterminant en apportant leur prière à l'édifice dans la définition des stratégies de lutte contre le VIH-Sida et surtout dans la mise en œuvre de ces stratégies. Il a salué tous les efforts accomplis par notre pays et tous les progrès notables enregistrés en matière de baisse des nouvelles infections et ce pour avoir une génération sans sida. En outre, il a salué le fait que notre pays devient le premier pays du monde arabe à avoir ratifié la Convention arabe pour la prévention du VIH-Sida et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il a mis en exergue la nécessité
nécessité impérieuse de protéger toutes les personnes vulnérables, tout en précisant que la lutte contre cette maladie était une question transversale et que le secteur privé se devait de jouer un rôle considérable dans la riposte globale pour contrer cette maladie. Enfin, il a mentionné l'importance de la mise en place d'un mécanisme de mobilisation des ressources internes que chaque pays afin de lutter efficacement contre cette maladie. À l'issue de cette entrevue et après la traditionnelle prise de photos, le président de l'hémicycle national et son hôte ont échangé des cadeaux. Autre nouvelle, Djibouti Telecom organise la 5e réunion du projet de câble sous-marin à fibre optique appelé DAR du 11 au 15 octobre 2015 à Kempinski Palace. Le projet DAR a été initié par Djibouti Telecom et regroupe Djibouti Telecom, les opérateurs somaliens Telesom, Somcable, Telcom Hurmoud, Goldis Samtel, les opérateurs du Kenya réunis au sein des teams Safaricom, Orange, Kenya, Liquid Telecom, Télé-Yemen du Yémen, Turkish Telecom de Turquie et Bright Telecom, compagnie américaine. Ce projet a pour ambition de renforcer la connectivité internationale dans la région et permettra à ces opérateurs de venir se connecter à Djibouti. Cette semaine, deux groupes de travail se sont réunis et il s'agit du groupe chargé de construire l'architecture design du câble et de définir les aspects techniques et opérationnels du câble entre le Kenya, la Somalie, le Yémen et Djibouti. Ce groupe est chargé de lancer l'appel d'offres pour accueillir les équipements du futur câble sous-marin qui réunira ces différents pays. D'autre part, le groupe CMA a discuté des principes d'investissement et de partage de capacités dans le nouveau câble DAR. La capacité distribuée sur le câble sera partagée entre la capacité internationale et la capacité régionale qui connectera la Somalie, le Yémen et le Kenya. Toujours aux nouvelles nationales, une réunion de l'État du Qatar composée de hauts cadres effectue une visite de travail du 14 au 15 octobre à Djibouti. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion de biens de coopération entre Djibouti et l'État du Qatar et plus particulièrement la mise en œuvre de la convention de l'échange de main d'œuvres conçue avec le Qatar par le ministre du Travail Abdi Hussein Ahmed lors de sa visite effectuée au Qatar. La délégation qatari, accompagnée par l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, a eu une réunion de travail plénière avec le ministre du Travail à Djibouti Palace Kempinski ce matin. Ont participé à cette rencontre le secrétaire général, les conseillers techniques, le directeur général de l'ANEFIP, l'inspectrice de travail, le directeur général de l'INAP et le directeur du travail, l'ambassadeur de Djibouti du Qatar, Moumin Hassan Barre. La réunion consistait à l'identification et prospection du marché du travail dans divers métiers et filières tels que la santé, le FNP, pompiers, enseignement, instituteurs, professeurs adjoints, agents de sécurité, chauffeurs, différentes catégories. Écoutons le ministre du Travail. La visite que j'avais effectuée au Qatar au mois de mai, afin de mettre en place un cadre de travail pour l'exportation de travailleurs djiboutiens au Qatar. Durant les 3 jours de notre visite du mois de mai, avec le ministre du Travail et des Affaires sociales du Qatar, nous avions passé en revue toutes les questions qui se poseraient pour le pays d'origine et pour le pays destinataire. À l'issue de ces travaux, il a fallu 5 mois de travail de 2 côtés pour approfondir cette question-là de l'envoi de travailleurs djiboutiens au Qatar. Ce n'est pas facile. Il y a la législation à comparer, les 2 codes de travail à comparer. Il faut regarder le domaine de santé, etc., l'habitation. Donc là, une forte délégation de 3 hauts responsables du ministère du Travail du Qatar est arrivée hier soir. Ils sont en train de travailler avec les cadres de l'ANEFIP, de l'INAP et du secrétaire général du ministère. Nous pensons que ces travaux vont se concrétiser très prochainement. Les domaines où les travailleurs djiboutiens vont travailler au Qatar ont déjà été arrêtés.
C'est dans divers domaines. C'est l'enseignement, c'est le militaire, c'est les pompiers, etc. Et nous attendons que ces travaux se concrétisent et se finalisent pour pouvoir dire avec exactitude le nombre de gens qui seront concernés. C'est l'heure de l'appel à la prière d'Al-Asr. Tout de suite, l'actualité nationale. Dans la matinée du 10 octobre 2015, à 8h, les gendarmes de la brigade 3, 4 et 5 et ceux de la brigade d'Anguela ont simultanément mené des opérations dans 2 entrepôts situés au centre-ville, suspectés de servir au stockage des produits sur la dépigmentation de la peau humaine. Au cours de ces opérations, les gendarmes ont mis la main sur une quantité importante de ces produits profilés causant des préjudices sur la santé publique. Les marchandises sont contenues dans 18 emballages. Au total, 33 000 tubes pommades ont été saisis. Ces deux entrepôts appartenant à une seule commerçante, le prix unitaire a grimpé de ces derniers jours à 750 francs en raison de sa rareté. Ces produits agissant sur la dépigmentation de la peau sont-ils illégalement importés à Djibouti à partir des pays limitrophes. Cependant, et sachant son interdiction sur le territoire djiboutien, certaines commerçantes vendent discrètement les pommades à leurs clientes avec tous les risques que représentent ces produits à la vue humaine. Compte tenu de la gravité des faits, le 12 octobre 2015 à 11h, la propriétaire de ces marchandises a été traduite en justice pour fraude fiscale et mise en danger. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, les inscriptions au concours du Grand Prix du chef de l'État va débuter le 1er octobre 2015 se poursuit dans tous les CDC de la capitale ainsi que dans les CDC des régions de l'intérieur. Le Grand Prix du chef de l'État, initiative jeunesse, est décerné chaque année lors de la journée nationale et africaine de la jeunesse célébrée le 1er novembre. Il comprend un thème défini chaque année par le comité du jury national. Conformément au décret pour l'édition 2015, le thème choisi par le comité du jury est la jeunesse et le civisme, modalité de participants pour l'édition 2015. Le concours est ouvert à toutes les associations et organisations non gouvernementales. Les conditions de participation sont les suivantes: entre âgés de 18 à 36 ans, être de nationalité djiboutienne, présenter le récépissé qui statue et les 2 rapports d'activité authentifiés par le ministère de l'Intérieur, casier judiciaire pour les candidatures individuelles, retrouver le formulaire du moment rempli. Le Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de l'initiative jeunesse est constitué d'une récompense de 3 prix. Le premier prix est de 3 millions, le deuxième prix de 100 000 francs, le troisième prix 100 millions de francs. Dans le cadre de la lutte contre la mutilation génitale féminine, la sensibilisation se poursuit dans le quartier 4 et Arhiba. Tout d'abord, cet atelier est organisé par la comité de gestion communautaire mixte de quartier 4 en tête de la coordinatrice Mme Hasna Moussa Ismail. De débats général et fructueux ainsi que de sensibilisation sur les faits néfastes de la mutilation génitale ont été donnés aux participantes. Mesdames et messieurs, sur le plateau avec moi, Negad Fouad, pour les minutes du focus. Alors Negad, qu'est-ce que tu nous as concocté cet après-midi? Voilà, j'ai préparé pour cet après-midi un régional santé et puis après un insolite pour clore mon focus. Donc si je commence un couvre-feu avec l'État israélien, les autorités israéliennes ont adopté de nouvelles mesures pour lutter contre les violences qui secouent l'État hébreu depuis 2 semaines. Donc la police sera notamment autorisée à boucler et à imposer un couvre-feu à certains quartiers de Jérusalem. Donc, en réponse aux multiplications des attaques perpétrées par les militants palestiniens en Israël, le gouvernement de l'État hébreu a adopté de nouvelles mesures policières de la nuit du mardi
13 à mercredi 14 octobre. Donc les violences ont franchi un nouveau palier mardi avec la mort de 3 Israéliens dans 2 attentats à Jérusalem. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dans un communiqué à la police qu'il serait désormais autorisé à boucler et à imposer un couvre-feu sur les quartiers de Jérusalem en cas de friction ou d'incitation à la violence. Et à cela, le communiqué a ajouté qu'en plus de la démolition des maisons des terroristes, aucune construction nouvelle ne sera autorisée sur le site en question et que les propriétés du terroriste seraient confisquées et que le permis du résident Israël sera révoqué. Donc, si je passe à mon deuxième point du focus, journée mondiale de lutte contre le sida. Si je te rappelle, Choukri, c'est le 1er décembre prochain. Donc le combat continue. L'urgence de la crise de l'Ebola ne doit pas nous faire oublier d'autres urgences sanitaires comme celle du sida. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, plusieurs rapports présentent des chiffres encourageants. Dans celui de 15 millions, par exemple, il s'agit du nombre de personnes qui pourraient bénéficier de traitements en 2015. Donc pour autant, la guerre contre le VIH est loin d'être gagnée. Si les chiffres montrent une réelle avancée dans la lutte contre le sida, ils cachent trop souvent une dure réalité et de nombreux morts dans les heures qui suivent. Donc, les nouvelles infections chiffres clés pour un véritable recul de la maladie ont baissé un tiers depuis le début de l'année 2000, mais là encore l'inégalité est forte. Donc dans le nombre du pays africains subsahariens, l'objectif de réduire le nombre de contaminations ne pourrait être atteint. Donc les observations de cette année montrent que le monde est parvenu sur un véritable tournant en atteignant le début de la fin du sida. Donc si les progrès remarquables ont permis à 26 pays de réduire la moitié de leur nouvelle contamination, ils ne doivent pas masquer qu'à l'opposé, la population marginalisée connaisse, elle, une augmentation des infections. Donc, une meilleure prise en charge avec un dépistage précoce, une mise en sous-traitement rapide doit être une priorité dans le Nord comme dans le Sud. Donc, les sensibilisations et l'information destinée aux jeunes vivants en Afrique subsaharienne restent un enjeu primordial dans la lutte contre le sida. Donc, d'autant que l'épidémie du virus d'Ebola sévit en Afrique de l'Ouest, dérègle le système de santé, car même si l'accès aux soins reste possible, les personnes de santé sont largement touchées. Donc, une course contre la montre a débuté afin que ce fléau du sida ne prenne pas le dessus. Donc, je crois qu'à l'arrivée, les multithérapies et de bons résultats qu'on obtient avec ces multithérapies ont réduit à banaliser l'image du sida, tant a expliqué un professeur et médecin-chef. Donc, on oublie que si la mortalité s'est cassée au milieu des années 90, on a encore une mortalité qui existe et des personnes qui sont non dépistées, non traitées et n'ont pas l'outil de prévention adapté. Donc, conséquence, les seniors risquent de découvrir leur séropositivité très tard. Quand la maladie est déjà avancée, le traitement devient encore plus compliqué. C'est plus compliqué parce que plus vous prenez le système immunitaire, moins vous avez de facilité à le remonter. Donc, deuxièmement, parce que le déficit humanitaire qui a été déjà installé a déjà fait un certain nombre de désordres dans l'organisme. Donc, si j'en poursuis avec mon explication, le système endocrinien, rénal et neurocognitif, on voit maintenant des gens qui arrivent avec un sida qui ressemble au sida des années 90. C'est très difficile de réparer et vous réparez partiellement. Donc, en 2003 et en 2012, la proportion des seniors à dépister séropositifs est passée de 12 à 18. Donc, si j'en termine avec un insolite, une personne de sexe neutre a été vue
en France. Donc, ni homme ni femme, mais avec un sexe neutre. Pour la première fois en France, une personne née sans appareil génital complet a obtenu de la justice de faire modifier son état civil, mais cette décision fait l'objet d'un appel. Donc la personne a considéré jusqu'à présent que comme un homme, on a obtenu le 20 août du juge des affaires familiales de Tours une modification de son état civil pour y porter la mention de sexe neutre, indiqué l'AFP de vice-procureur de la République de Tours, Joël, confirmant une information quotidienne du 20 minutes. 20 minutes, si je rappelle, c'est un point de presse. Donc le journal interviewé la personne en question, mais sans dévoiler son identité, précisant seulement qu'elle est née en 1951 et qu'elle est mariée, a adopté un enfant. Née selon son médecin avec un vagin mûri-manditaire et un micro-pénis, mais pas de testicules. Elle souffre d'avoir été mise dans la case des masculins dès sa naissance. À l'adolescence, j'ai compris que je n'étais pas un garçon. Je n'avais pas de barbe, mes muscles ne s'étaient pas renforcés. Aujourd'hui, j'ai enfin l'impression d'être reconnue par la société telle que je suis. Donc le vice-procureur a indiqué que cette personne s'était présentée fin juin à la justice. Elle ne s'était pas présentée fin juin à la justice pour demander à rectifier son état civil. Donc il voulait ne pas voir mentionner de manière aussi tranchée son appartenance à la catégorie masculine. Les pièces qu'il fournissait ne permettait pas non plus de le ranger tout aussi facilement et catégoriquement de l'autre côté juridique, c'est-à-dire femme ni homme. Donc on n'y connaît que deux, ni masculin ni féminin, termine le procureur. Merci Negad pour ces éclaircissements. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.